On y va. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être là pour parler des sujets qui vont très très bientôt être d'actualité. Alors, l'idée de la réunion aujourd'hui, c'était de faire un petit peu le point sur ce qu'on sait déjà des arboviroses qui circulent en France actuellement, notamment donc, de la FCO sérotype 8 et notamment de son impact sur la reproduction et de l'intérêt de la vaccination, de ce qu'on peut en attendre, voilà, un petit peu de la science au service Bonjour. de la gestion. Bonjour. Pour essayer un petit peu de faire au mieux et de répondre aux interrogations de nos éleveurs. Et ensuite, on fera un petit point sur la MHE et les corollaires qu'on peut faire par rapport à tout ça. C'est donc professeur François Schelcher de l'ANVT qui nous fait l'honneur d'être là et le plaisir de présenter tout ça. Et après, je ferai juste un petit point rapide sur ce qu'ont vécu un peu nos collègues dans le sud-ouest de la France et ce qu'on a pu apprendre de l'épisode de l'automne pour voir un peu comment se préparer à la reprise du printemps. Monsieur Checher, à vous la parole. Eh ben, merci. Donc, plaisir partagé, évidemment. Donc, si on voit l'affichage Euh, pour un petit temps de... oui, je suis en train de partager Estelle, peut-être si toi tu peux partager parce que j'admets les gens en même temps et je coupe les sons des micros et j'ai peur que... Estelle, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends et j'essaye de le faire assez Ouais, rapidement. vas-y, vas-y. Euh, Après ceci, oui. Il y a beaucoup de monde qui arrive et non, je ne pourrais pas. ouais, mais ça va faire. Est-ce que Oh, c'est bon pour super. vous? Oui, ça arrive. Voilà, donc le sujet du jour, là, c'est l'impact sur la reproduction et quelques éléments sur la vaccination concernant la maladie hémorragique épizootique ou épidémique et la fièvre catarrhale ovine. Donc, j'ai divisé mon exposé en trois parties. Une première partie un peu sur le plan de la situation, notamment épidémiaux. Ensuite, l'impact sur la repro et puis quelques éléments sur la vaccination. Alors, sur les aspects de la situation épidémiologique, donc sur alors c'est un peu chargé, mais j'ai essayé de mettre le maximum de données disponibles. Donc sur fond jaune, ce sont les foyers de MHE. Sur fond gris intermédiaire, là, c'est le BTV8 nouveau, disons, ou pas nouveau d'ailleurs, selon qu'on est en Italie ou en Corse, donc dans les îles méditerranéennes, ou qu'on est en Europe continentale, donc BTV nouveau, BTV8 nouveau dans le sud massif central ou nord-est Occitanie, mais également des cas en Toscane, et en particulier avec des données de séquençage qui sont très proches pour le BTV8 italien des données obtenues par rapport à la France. Et puis, donc, dans le nord de l'Europe, donc avec un point de départ aux Pays-Bas, quatre pays touchés par le BTV3, donc un sérotype qui n'était pas identifié jusqu'à présent, ou en tout cas pour lequel on n'avait pas de données concernant son expansion. Donc, aux Pays-Bas, avec extension à partir de là vers la Belgique, l'Allemagne et passage du Channel, et donc des cas, des foyers en Grande-Bretagne, donc dans le sud-est de la Grande-Bretagne. Donc, les foyers de MHE, donc diapo suivante, eh ben, sont apparus début septembre, ou en tout cas ont été détectés début septembre, donc dans le Piémont pyrénéen, Haute-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques,
Et à partir de là, se sont étendus très, très vite. Et à l'heure actuelle, avec une poussée donc vers le nord-ouest, donc le long de la façade atlantique, jusqu'en Loire-Atlantique, dans le Morbihan. Et finalement, peu d'extension vers l'est et vers le nord-est, et avec donc l'absence de cas identifiés, en tout cas à ma connaissance, dans le département de l'Aveyron en particulier, puisque dans le département de l'Aveyron, et bien, non, vous pouvez rester sur la diapo qui arrive, hein, eh bien, est apparu à l'inverse, si je puis dire, eh bien, l'épidémie du nouveau BTV8 là, à partir de l'été, donc un peu plus précocement d'ailleurs, en saisonnalité. Donc là, c'est le bilan concernant les espèces animales touchées, c'est le bilan européen de la nouvelle, enfin de la souche de HDV telle qu'elle a été identifiée, donc qui est du sérotype 8, donc EHDV8, avec donc la première colonne, ben, les pays, ensuite les dates de première déclaration et le nombre de foyers déclarés. Donc vous voyez qu'à l'heure actuelle, alors ce sont des données, c'est les plus récentes que j'ai trouvées, hein, elles datent d'une 15 jours, 3 semaines, là, et ont été publiées par le ministère de l'Agriculture donc, en France. Donc avec un peu moins de 400 500, de 4000, pardon, excusez-moi, de 4500 foyers, donc événements, élevage en quelque sorte, touchés, donc en bovins. Très, très peu d'élevage ovin déclarant, et ensuite très, très peu aussi d'élevage concernant soit des cervidés domestiques, soit des cervidés sauvages. Donc, ce qui frappe, c'est la très forte proportion, la très forte différence de fréquence. Alors là, c'est pas des fréquences, hein, ce sont des valeurs absolues. Enfin, bon, en tout cas, c'est il y a une différence énorme entre le nombre de foyers observés donc en bovin et puis dans les autres espèces. Et ce qui frappe aussi, c'est le faible ou relativement faible niveau de déclaration tel qu'on peut l'observer en Espagne, au Portugal, donc dans la péninsule ibérique, par rapport à la France. Sachant que les premiers cas de cette EHDV8 avaient été sachant que le HDV8 était apparu en Sicile et en Sardaigne en 2022, en octobre 2022, et à quelques jours près dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Donc, sur le plan de la situation épidémiologique, il y a un certain nombre de vecteurs. Alors, je n'ai pas mis tous les culicoïdes qui sont susceptibles de transmettre les orbiviroses, mais ce sont ces deux cartes, deux exemples avec des culicoïdes pulicaris ou des vulfi, tels qu'on peut en disposer à l'échelle européenne. Diapo suivante. Donc, pour vous rappeler simplement que c'est une maladie vectorielle, enfin que ce sont des maladies vectorielles qui sont induites donc par des orbivirus, aussi bien chez donc le BTV, Blue Tongue Virus, et épisodique hémorragique disease virus, donc concernant le HDV, avec une transmission par les culicoïdes, avec des symptômes qui globalement sont très très proches, avec beaucoup de difficultés pour différencier, pour ne pas dire, encore quand je dis beaucoup de difficultés, c'est une quasi-impossibilité à différencier le syndrome sur le plan clinique observé lors d'infection par le BTV et lors d'infection par le HDV. Et une létalité, donc le nombre de morts par rapport au nombre de malades, qui est très variable, mais qui va dépendre du sérotype. Donc pour un sérotype donné, HDV ou BTV8, va dépendre ensuite de l'espèce hôte, et puis avec un effet élevage et probablement des effets pratiques d'élevage qui sont importantes.
mais qui sont importants, mais qui sont mal connus. En sachant que par rapport à ces effets élevage, il ne faut absolument pas et surtout pas négliger l'importance de la population de culicoïdes, donc de vecteurs, importance des vecteurs infectés et de leur capacité donc à transmettre le virus sur le plan, avec des aspects évidemment quantitatifs majeurs. Diapo suivante. Donc là, c'est un rappel, donc on va passer diapo suivante. Et donc là, ce sont les données concernant le HDV, données qui sont issues de la littérature et qui portent donc sur les données de virémie, mais de la virémie qui est détectée par une technique d'isolement. Donc en fait, on met en évidence l'infectiosité et pas simplement les acides nucléiques du virus, comme on peut le faire en utilisant des techniques de PCR. Donc, vous voyez que lorsqu'on détecte l'infectiosité, et ce sont des données que j'avais récapitulées, là, qui étaient relativement anciennes, hein, qui dataient pour certaines de 20-30 ans, eh bien, on a un pic de virémie autour d'une grosse semaine, 1 à 2 semaines, avec une durée de virémie très variable, mais qui en moyenne était de 8 à 3 semaines, et qui pouvait aller jusqu'à 50 jours, voire 2 mois, dans des espèces très sensibles comme le cerf de Virginie, donc pour des sérotypes de HDV présents aux États-Unis. En sachant, mais vous le savez aussi, qu'on peut détecter du virus alors même qu'il y a déjà eu apparition des anticorps neutralisants. Et enfin, dernier point, c'est que la fenêtre de détection par PCR est très, très, très supérieure à la fenêtre de détection dans le sang par isolement, donc en mettant en évidence l'infectiosité. PCR, c'est les acides nucléiques, l'isolement, c'est l'infectiosité, la capacité à se multiplier. Diapo suivante. Donc là, ce sont des données qui sont très récentes et qui ont été publiées et que je vous montre parce qu'elles me paraissent intéressantes. Ce sont des données d'infection expérimentale qui concernent spécifiquement le sérotype EHDV8 et où, avec les mêmes conditions d'inoculation, on a infecté, enfin, les auteurs ont infecté des bovins, des ovins et des caprins. Alors, à chaque fois, c'est un tout petit nombre d'animaux. Il y a 4 bovins, il doit y avoir 6 ovins et 6 caprins. C'est simplement pour avoir une idée, je trouve que c'est intéressant parce que ça apporte des infos concernant la sensibilité différente des animaux. Mais vous voyez que si je parle à droite, du côté des chèvres, ben, il n'y a pas de virémie détectée par PCR. Du côté des ovins, eh ben, il y a 2 animaux sur les 6 là, qui sont effectivement virémiques avec des courbes de virémie qui sont relativement proches de celles que l'on observe chez les bovins. Mais si vous avez la curiosité de regarder l'échelle, eh bien, on est à des niveaux de virémie tels que mesurés par les CT qui sont malgré tout beaucoup plus faibles. Et puis, donc ça c'est pour 2 animaux, et pour les 4 autres, eh bien, la virémie est soit très brève, soit très, 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 très faible. Et pour les bovins, eh ben, on a une virémie donc, détectée par PCR et qui globalement se superpose aux aspects d'isolement, donc de démonstration de l'infectiosité, qui est maximale pendant, ou globalement aussi, j'arrondis, hein, mais c'est pour fixer les idées, pendant 3 semaines, et qui ensuite décroît très rapidement et très fortement surtout, et qui, à partir de 3 semaines, 1 mois, ben, va continuer à décroître, mais alors là, avec une pente très, très faible. Donc, cette décroissance est très, très lente. Et vous voyez que les tests ont été poursuivis jusqu'à pratiquement 3 mois après l'infection et que 3 mois après, eh bien, on observait toujours de la virémie avec des PCR positives, ce qui corrobore parfaitement les données que vous observez sur le terrain.
Diapo suivante. Donc ça, c'est le virus. Donc là, c'était pour faire un peu le malin et vous présenter un peu de virologie. Donc on va pas c'est simplement pour remettre en place les différents éléments qu'on peut être amené à discuter ou en tout cas à présenter ultérieurement. Diapo suivante. Donc, les éléments importants, c'est que c'est un virus, et ces orbivirus sont susceptibles de recombinaison, c'est-à-dire de modification, alors, et de mutation d'une part, classique pour des virus à ARN, donc avec un niveau élevé, mais aussi de recombinaison, c'est-à-dire de véritables fractures dans la composition génétique et donc aussi dans l'apparition ou l'évolution des souches virales et en particulier dans des réapparitions, des réassortiments par rapport à de nouveaux sérotypes. Donc c'est parfaitement démontré pour le BTV. Alors la grande question fondamentale qui existe dans ce domaine, c'est est-ce qu'on va observer de la recombinaison entre EHDV et BTV s'il y a possibilité ou en tout cas risque sur le plan des situations naturelles. Diapo suivante. Donc ça, ce qui est intéressant, notamment en matière de vaccination et de protection suite aux infections naturelles, eh bien, ce sont les protections croisées. Alors, première conclusion, il n'y a pas de protection croisée entre EHDV et BTV. Et ensuite, il peut exister de la protection croisée entre différents sérotypes de BTV, mais vous voyez, j'ai volontairement mis en fond rouge là, les trois sérotypes qui nous préoccupent à l'heure actuelle en BTV, et vous voyez que ces trois sérotypes bien sont complètement, si je puis dire, indépendants sur le plan de la protection hétérologue suite à des infections naturelles et on pourrait dire quasiment a fortiori suite à de la vaccination. Diapo suivante. Alors, dernier point qui est assez récent, c'est la comparaison de la nouvelle souche de BTV8 qui a été isolée en 2023 et de souches précédentes, donc 2021 et 2008. Alors, vous voyez qu'entre 2008 et 2021, ben, globalement, c'était la même souche. Voilà, on est à plus de 99% d'homologie. En revanche, la nouvelle souche 2023 de BTV8 s'avère assez différente de la souche 2008 et, puisqu'elles étaient quasiment identiques, de la souche, la dernière souche qui avait été séquencée là, donc en 2021. Donc il y a une différence assez nette qui pour l'instant n'est pas expliquée, mais en tout cas qui est constatée et que l'on réévoquera au moment de la protection croisée lors de la vaccination, donc dans la dernière partie. Diapo suivante. Alors, que dire sur les orbivirus et la reproduction? Diapo suivante. Bon, alors, j'ai vu d'abord les taureaux, ensuite les vaches et pour finir les veaux. Donc, côté taureau et pour la FCO, en phase aiguë, on a du virus qui est détecté dans le sperme avec des anomalies de la semence qui auront évidemment un impact sur la fertilité, ou plus exactement, qui vont induire de l'infertilité chez ces taureaux que l'on constate dans en gros la moitié des cas et qui semble pour partie corrélée à l'intensité de la clinique, cette infertilité étant de l'ordre de 1 à 3 mois après l'infection. Diapo suivante. Alors, du côté de la MHE, ben ça, c'est l'objet d'une étude à laquelle vous avez, pour beaucoup d'entre vous, contribué en référant des cas. Donc, l'idée, c'était, à partir de cas naturels, d'évaluer la fonction sexuelle et l'excrétion de l'EHDV8 dans le sperme, donc à partir de taureaux naturellement infectés, soit atteints de signes cliniques
précédemment, voire en cours, si ça avait été possible, soit simplement infectés sans avoir été atteints de signes cliniques, donc des taureaux que l'on a prélevés à différents temps post-infection. Diapo suivante. Donc là, c'est la répartition de ces taureaux. Donc, on est allé à la cueillette. Hein. Donc, c'est pour ça que ça part un peu, je ne vais pas dire presque dans tous les sens. Donc, l'idée, à l'heure actuelle, on dispose de résultats pour 45 élevages, donc 45 taureaux, pardon, issus de 31 élevages, et pour lesquels la viro était négative. Donc, on a des vrais témoins, en quelque sorte, mais des taureaux qui sont en fait issus de la partie occitanienne, donc qui est l'Aveyron, donc pour lesquels il y a eu une infection par du BTV8, donc que j'ai qualifié de viraux négatifs en MHE, ensuite des viraux positifs MHE sans clinique, et puis des viraux positifs MHE avec clinique MHE. Là, vous avez la répartition des races de ces taureaux. Et en dessous, ben, c'était le nombre de taureaux référés et examinés selon le mois de l'infection, pas du prélèvement, mais de l'infection. Alors, ce qu'il faut que vous voyez, c'est très important pour interpréter les résultats, c'est que la moyenne de délai entre l'infection et le prélèvement était de pratiquement entre 80 et 100 jours, donc avec un minimum à 3 semaines et un maximum à quasiment à plus de 6 mois. Et vous avez en dessous la valeur moyenne des CT ainsi que les valeurs minimales et maximales. Dit d'une autre manière et de façon beaucoup plus simple, tous les taureaux qu'on a prélevés ont été prélevés après la phase initiale de virémie maximale, c'est-à-dire globalement après le premier mois post-infection. Diapo suivante. Ben, je pense que c'est ce qui explique qu'en fait, ben, évidemment, tous ces taureaux, enfin en tout cas tous les taureaux qui avaient été exposés à l'EHDV étaient positifs dans le sang, mais en revanche, aucun n'était positif dans la semence. Donc déjà, premier résultat intéressant, ben, il n'y a pas de virospermie qui persiste après un mois après l'infection par le virus EHD. Alors avec la limite évidemment du nombre d'animaux prélevés en particulier. Diapo suivante. En revanche, il semblerait que ces taureaux-là qui ont été exposés à l'EHDV, eh bien, alors ça c'est des systèmes de scoring, enfin de score, hein, donc de gradation. C'est toujours compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous expliquer ça, mais globalement, si vous comparez les deux histogrammes de droite et l'histogramme de gauche, ben, vous voyez que ceux qui n'ont pas été infectés EHDV semblerait avoir une fertilité meilleure, alors en critères synthétiques, que ceux qui ont été infectés, sans que l'on puisse faire une différence entre ceux qui ont été infectés, entre ceux pour lesquels des symptômes ont été observés et ceux pour lesquels des symptômes n'ont pas été observés. Mais globalement, l'idée, diapo suivante, c'est que l'infection par l'EHDV semble assombrir, alors j'ai mis semble pour être prudent, hein, vous savez, le pronostic en matière de reproduction. En revanche, il ne semble pas y avoir de virospermie au-delà d'un mois après l'infection. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir, ça ne permet pas de conclure sur l'existence de virus dans le sperme dans le premier mois post-infection. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que l'on renseigne au cours de la campagne qui arrive. Pourquoi? Ben parce qu'on a l'exemple avec le BTV8 qu'il y a eu des résurgences de BTV8
associée à l'utilisation de semences congelées et donc prélevées à partir de taureaux qui étaient virémiques et sans savoir qu'ils étaient virémiques au moment où ils ont été prélevés. Donc, c'est très important parce que ça permet de... Il faut absolument que l'on essaye de répondre à cette question de la virospermie pendant les 3 premières semaines, le premier mois post-infection. Bon, diapo suivante. Alors, du côté des vaches, il y a une fertilité. Alors, et d'abord avec le BTV8, il y a une fertilité réduite en élevage. Bon, avec un certain nombre de détériorations des indices de fertilité, donc des vaches qui reviennent en chaleur après IA, un index paillette, donc un nombre d'IA sur IA fécondante qui est augmenté de presque 2, et un intervalle première IA fécondante qui est multiplié par 2,5. Donc ça, ce sont des données obtenues avec le BTV8. Diapo suivante. Ensuite, lors de gestation, il peut y avoir passage transplacentaire qui a été démontré pour le sérotype 8. Alors, ça ne l'a pas été pour d'autres sérotypes. Bon, on pourra, si vous le souhaitez, au cours des questions, je pourrais vous donner quelques éléments complémentaires. Et c'est absolument inconnu, c'est une hypothèse qui mérite d'être testée, mais qui est absolument inconnue concernant la MHE. Diapo suivante. Sur la gestation, le BTV8 va avoir un impact clinique sous forme d'avortement et de mortinatalité, avec des augmentations rétrospectivement qui ont pu être très élevées. On était à pratiquement plus de 100% de mortinatalité dans certaines régions. Diapo suivante. Avec la possibilité aussi, pendant la gestation, de lésions fétales et donc de malformations fétales responsables d'anomalies présentes à la naissance, donc d'anomalies congénitales, diapo suivante, qui portent essentiellement d'ailleurs sur le développement du système nerveux central, et notamment avec des hydranencéphalies. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des lésions macroscopiques, mais je pourrais le faire si vous le souhaitez ultérieurement. Diapo suivante. En sachant que tous ces impacts pendant la gestation vont dépendre essentiellement du stade de gestation auquel se fait l'infection. Donc, sur cette diapo, vous avez résumé les données concernant les bovins, et sur la diapo suivante, les données concernant les petits ruminants, et donc en particulier les ovins. Diapo suivante. Donc, ça va se traduire sur un plan en quelque sorte macro-technique par un déficit de naissance, diapo suivante, mais aussi par des troubles des veaux nouveau-nés. Alors, à la fois parce qu'ils pourront être porteurs d'anomalies qui ne seront pas difficilement détectables dès la naissance, et ensuite, et c'est un point également important, parce qu'ils pourront naître porteurs du virus, bien qu'il ne s'agisse pas d'infectés permanents immunotolérants au sens strict. Diapo suivante. Et puis, on a attribué aussi au BTV8 des troubles postpartum du type rétention placentaire ou métrite, mais sans que les choses soient clairement démontrées. Diapo suivante. Alors, pour la vaccination, diapo suivante, la vaccination est un des éléments majeurs de la maîtrise en élevage, en tout cas lorsque le vaccin existe. Et donc, pour le BTV, en plus des outils liés au dépistage, donc aux mesures strictement sanitaires, et aux aspects liés à la maîtrise des vecteurs, donc en particulier à la désinsectisation. Diapo suivante.
Alors, l'immunité induite par une infection naturelle est donc spécifique du sérotype. Il n'y a pas d'immunité croisée entre BTV et EHDV. Et les effecteurs de l'immunité sont aussi bien humoraux, donc avec des anticorps neutralisants, que cellulaires, et avec des cinétiques d'apparition qui sont assez classiques et qui, dans le cas du BTV, avec une durée d'immunité post-infection naturelle qui porte sur plusieurs années. Alors, on ne connaît pas les données concernant le HDV, mais on peut, je pense, sans trop de risques, extrapoler par rapport aux données BTV. Diapo suivante. Du côté de la vaccination, eh ben, pour le HDV, il y a eu des essais qui ont été réalisés aux USA, au Japon, en France. Il y a des projets qui sont en cours. On doit faire des essais là, à la fin du printemps, en tout cas pour ce qui concerne l'école, et en relation avec le LNR. Mais pour l'instant, il n'y a pas de vaccin disponible. Diapo suivante. Diapo suivante. Donc, les 3 vaccins concernant le BTV8 sont le Bluvac, le BTV pur et le Sivazul. Donc, vous avez sur ce tableau le résumé des principales du RCP. Alors, il n'y a pas tout, évidemment, hein, mais il me semble qu'il y a les éléments majeurs. J'insisterai simplement sur la dernière colonne, qui est la partie activité-efficacité concernant le BTV8 nouveau. On peut considérer que pour le BTV pur et le Sivazul, eh ben, il y a une protection croisée des vaccins actuellement commercialisés vis-à-vis de la nouvelle souche de BTV8. Et les données, alors je ne peux pas vous les livrer officiellement, mais elles sont en cours de publication et vont être disponibles, je pense, d'ici la fin de la semaine ou au pire la semaine prochaine concernant le Bluvac. Diapo suivante. En conclusion, donc, l'impact technico-économique est sévère pour le BTV8, avec des troubles à reproduction concomitants et des troubles à reproduction différés par rapport à l'infection. Donc, la vaccination est disponible et me semble, de ce point de vue-là, souhaitable. Mais, j'insiste, un peu lourdement, mais évidemment, il n'y aura pas de protection vis-à-vis du BTV3 si celui-ci traverse la France et donc rejoint l'Occitanie. Donc, concernant la MHE et le HDV8, il y a des impacts sur la reproduction qui sont probables, mais encore largement méconnus. Et je pense qu'il est absolument indispensable, et vraiment je compte sur vous là, pour poursuivre le partenariat qu'on a déjà développé et pour produire les connaissances qui manquent et qui sont utiles et qu'il serait dommage de ne pas récupérer à partir de cas naturels, de cas spontanés. Et peut-être que d'ici l'année prochaine, eh bien, on pourra avoir un vaccin disponible. Voilà, je vous remercie. Virginie, on peut peut-être voir s'il y a des questions sur le chat. Oui, il y avait une question d'Hélène Baudel. Il y a eu récemment 2 cas MHE avec confirmation PCR. Est-ce confirmé chez des ovins? Oui. Alors, là, je vous ai, bon, j'ai pas le tableau que je vous ai montré. De la même façon, il y a des cas en cervidés, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 3 ou 4, mais en France. Là, je vous ai montré le tableau officiel. Ce tableau officiel ne recouvre pas la réalité, ni française, ni probablement dans les autres pays, en particulier en Espagne. Donc, la fréquence d'ovins positifs infectés en EHDV8 en France, on est à 0. Bon, en réalité, enfin, tel que c'est affiché sur le site du ministère, bon, en réalité, moi, c'est pas d'eux que je peux vous
citer, c'est des dizaines et des dizaines. Il n'empêche que, alors il faut se garder de toute conclusion hâtive. Donc, les ovins sont clairement réceptifs, donc ils sont susceptibles de s'infecter. Et c'est pour ça que je vous ai montré les données de reproduction d'infection expérimentale. Ils me paraissent malgré tout nettement moins sensibles que les bovins à la souche actuelle de HDV 8. Donc, d'un côté, ils peuvent s'infecter, ça c'est clair. De l'autre côté, ils contiennent, ils maîtrisent mieux naturellement l'infection virale que semblent ne le faire les bovins. Ou en tout cas, il est possible aussi que chez les bovins, il y ait des réactions immunitaires et inflammatoires, notamment inflammatoires d'ailleurs, qui rendrait compte de l'importance et la sévérité des signes cliniques et donc des effets, de l'impact clinique. Mais, quoi qu'il en soit, donc ovins réceptifs, mais probablement moins sensibles. Dire moins, ça ne veut pas dire pas. Ce sont deux choses différentes. En revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est que du côté des chèvres, alors là, pour le coup, on n'a pas de cas, enfin, en tout cas, moi, pas à ma connaissance, détecté, de cas naturels détectés chez la chèvre. Et vous voyez que expérimentalement, ben, c'est l'électroencéphalogramme plat. Hein. Il n'y a absolument aucune multiplication du virus. Donc peut-être que la chèvre est pas réceptive, je dis bien peut-être, hein, parce que ça porte toujours sur des effectifs très réduits. Mais peut-être que la chèvre est pas réceptive à cette souche de HDV. J'ai Julien Clément qui demande la durée max des troubles repos femelles. Pourquoi? Et je sais pas. Enfin, pourquoi? Enfin, pour, Dans le chat, ouais. Ça doit être sur MHE. Julien Clément, si tu veux prendre la parole, ce sera plus simple. oui. On a le droit de parler. Oui. Oh, surtout Bonjour. toi d'ailleurs. Bonjour. Non, petite question, même si j'imagine un peu la réponse, mais ce qu'il y a dans la biblio, est-ce que la durée des troubles de l'infertilité sur les femelles, c'est juste le temps en gros, les 15-20 jours là, de virémie au sens infectiosité? Oh. Ou est-ce que des fois, il y a eu des trucs liés avec de l'infertilité femelle qui durait 1 mois, 2 mois, 3 mois? Oui, alors, mais sauf que va pas au-delà, quoi, voilà. D'accord. Ok. Donc, non seulement tu poses la question, mais en plus la réponse. Oui, non, c'est pas simplement 20 jours, quoi. Mais pourquoi? Mais parce que tout ça, ce sont des wagons qui se déplacent successivement, quoi. Il faut le voir comme ça. Hein. Donc, si la virémie dure, enfin, l'essentiel de la virémie dure 3 semaines, 1 mois, ben, d'abord, il y a de la variabilité d'une vache à l'autre. Hein. Probablement, il y en a quelques-unes pour lesquelles ça pourrait être un petit peu plus long. Et ensuite, il peut y avoir un impact sur le plan fonctionnel, donc sur les aspects fonction sexuelle, fertilité, fonctionnement de l'ovaire, etc., enfin de l'appareil génital, qui peut être un petit peu décalé. De là à imaginer des anomalies, enfin, ou en tout cas des impacts autant différé que ce qu'on peut observer, par exemple, avec des malformations congénitales, moi, je n'irai pas jusque-là. C'est-à-dire que si tu me dis 2 mois, c'est pour ça que je te disais c'est la même chose, hein. Si tu me dis 2 mois, bon, je te dirais oui, sans doute, probablement. 3 mois, pourquoi pas, mais aller au-delà de 3 mois me paraît compliqué. Voilà. Alors là, en ce moment, on est en train de faire je n'ai pas encore les résultats, donc je n'ai pas pu vous les présenter à partir de fécondation in vitro et d'ovum pick-up, des éléments d'observation de la physiopathe, mais vraiment très fine là, au niveau ovaire, embryon, etc., de vaches de génisses là, qui étaient destinées à faire de la FIV. Merci beaucoup.
Il y a Norbert Giraud qui avait posé une question, s'il veut la poser par micro, ou je la lis. Ouais. Non, ça parle pas. Question persistance des anticorps détectables en séro-FCO sur ovins, vaccinaux ou sauvages. Alors, vaccinaux, je ne sais pas, mais en tout cas, par rapport au... Alors, FCO, hein, Oui. on peut considérer que c'est au moins 1 an. Et en infection naturelle, c'est plusieurs années. Après, j'ai Alice Guingal. Est-ce qu'elle veut parler? Non. Peut-on espérer que les bovins infectés au printemps par la MHE seront immunisés pour la MHE? Oui. Ok. Alors, non, mais je voudrais pas que vous disiez par moment il est très frileux, enfin, donc très prudent, et puis il y a des moments il s'engage. Bon, d'abord vous m'autorisez, c'est un avis. Bon, on n'a pas, tant qu'on n'a pas le résultat, tant qu'on n'a pas le retour, on n'a pas les observations, mais à ce moment-là on ne ferait rien, quoi. Donc, moi je pense que sur un certain nombre de points, on peut extrapoler, s'appuyer sur les données BTV pour imaginer, alors sans aucune certitude et donc avec prudence, mais imaginer ce qui peut se passer en MHE, et notamment sur ce plan-là. Alors après, j'ai un petit retour, mais qui vaut ce qu'il vaut, mais qu'il ne faut pas négliger, qui est un retour marocain. Donc, je vais faire des cours de MHE très comparable finalement à ce que nous, on a connu cette année-là, mais en 2021. Donc, c'est resté inaperçu. Enfin, ça n'a pas été diffusé. Mais globalement, de l'avis des vétos et des gens qui ont observé les choses là-bas, en 2022, il s'est quasiment rien passé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de cas, mais beaucoup, beaucoup moins fréquent et à l'échelle globale, même si ponctuellement la vache machin pouvait être très malade, euh, beaucoup, beaucoup moins sévère. Donc, tout cela va de pair avec une immunité et que l'on connaît pour tous les enfin qu'on connaît aussi, parce que le HDV8, il est nouveau, si vous voulez, enfin au sens apparition en France, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de recul sur d'autres sérotypes de HDV dans toutes les autres zones du globe, hein, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, et pour lequel on a clairement cette notion d'immunisation post-infection naturelle avec des évolutions qui sont liées à la fréquence des séropositifs. Et donc, quand la population s'est largement positivée, il ne se passe plus rien sur les quelques années qui suivent. Et ensuite, au fur et à mesure où il y a le renouvellement des générations, il y a apparition ou émergence, si je puis dire, de populations parfaitement réceptives cette fois-ci, parce que non séropositifs et n'ayant pas été contaminés. Et à ce moment-là, la possibilité de résurgence d'épidémie, sauf lorsqu'on est dans des situations d'endémie, auquel cas ça circule quasi presque tout le temps, quoi. Et donc pas forcément par rapport à une campagne, mais en tout cas d'une campagne à l'autre. Et à ce moment-là, on maintient une sorte de matelas immunitaire là, qui limite très fortement l'apparition des cas cliniques. À la réserve près de du virus qui nous prend à contre-pied ou à rebours, justement par les phénomènes de mutation et de recombinaison. Et donc, nouvelle souche, éloignement antigénique, moindre protection croisée et résurgence d'épidémie. Voilà. Donc, c'est une évolution
qui est de type endémique avec bouffée épidémique. Il reste 2 questions et puis après on passe à Estelle. On a Sabine Marcillot qui dit qu'on a des broutards positifs PCR MHE en Aveyron sans présence de clinique. Le virus circule sans incidence? Point d'interrogation. Ben, si c'est confirmé, alors en Aveyron, je ne sais pas si c'est dans ta partie de clientèle qui est vers le Lot ou ou à l'inverse, de l'autre côté là. Mais c'est oui, bah, il peut y avoir de l'infection asymptomatique. Et Alice Guingal qui demande comment on explique chez certains bovins infectés MHE des états généraux très dégradés sur le long terme, animaux maigres et qui le restent malgré une alimentation soignée et qui reste faible. Eh bien, parce que, alors là, ça mérite de l'investigation approfondie et individuelle, mais je pense qu'il y a un certain nombre de situations où il y a les altérations tissulaires provoquées par l'infection initiale, alors même que c'est plus l'infection elle-même, si vous voulez, qui est responsable, mais ces altérations tissulaires se traduisent par des perturbations sur le plan fonctionnel. Bon, pour prendre une image un peu simpliste, mais à prendre avec précaution, hein, c'est l'histoire de la fièvre de lait. Vous la guérissez de l'hypocalcémie, il n'y a plus d'hypocalcémie et elle ne se lève pas. Elle ne se lève pas parce qu'il y a des lésions musculaires. Et là, en gros, le bestiau, alors il ne s'est pas débarrassé du virus, la vache ne s'est pas débarrassée du virus parce que malheureusement, la PCR continue à être positive. Mais globalement, ce n'est plus le virus lui-même qui est responsable de quoi que ce soit, mais il y a des lésions. Et en particulier, ben, il y a des lésions, je pense, rénales dans un certain nombre de cas, voire musculaires, qui sont, qui sont patentes, hein, que l'on peut démontrer. Et par ailleurs, je pense que l'organe qui est le plus démonstratif de ce point de vue-là, c'est le pied. Parce qu'il y a des lésions du chorion du pied, donc du vif du pied, du pododerme, hein, comme on disait avant. Et ces lésions du pododerme vont avoir un impact sur la croissance de la corne. Et à l'heure actuelle, eh ben, vous avez des tas de bovins qui ont été infectés, enfin, à l'heure actuelle ou dans les semaines qui ont précédé, qui ont été infectés à l'automne et pour lesquels on voit, enfin, où les troubles actuels de boiterie, c'est plus le virus, c'est plus les lésions du pododerme, mais c'est les lésions de la corne qui sont différées par rapport à l'infection initiale. Donc il y a toujours ce côté différé. Mais quand il y a un côté différé, ça ne peut pas être fonctionnel, si vous voulez. C'est nécessairement, enfin, de mon point de vue, c'est nécessairement lésionnel et avec, selon les cas, des organes plus ou moins atteints. Alors, dans les organes classiques qui peuvent être atteints, c'est le rein et puis le pied, quoi. Voilà. Il y en a peut-être d'autres, hein, et des cas particuliers, mais en tout cas, moi, c'est les deux que je vois de façon la plus claire possible. Et donc, d'un point de vue pratique aussi, si vous voulez émettre un pronostic à l'échelle individuelle, eh ben, alors bon, le pied, c'est OK, le pied, mais c'est l'examen du pied, ouais. Mais en tout cas, pour le reste, ben, c'est à minima aller faire une investigation, une exploration de la fonction rénale, voir s'il y a quelque chose ou s'il n'y a rien à ce niveau-là. Il est possible que ça soit multi-organes aussi ou multi-tissus, hein. Donc pluritissus, disons, peut-être pas multi. Ok. Je vous remercie. Peut-être on va passer, Estelle, à ta présentation. Et les dernières questions, soit on les fait après ta présentation, Estelle, soit je les transmets, je fais une copie du chat et je les transmets au professeur Schecher par mail. Ouais, ça marche. On n'a qu'à faire comme ça. Et je vous transmets les réponses. Ok. Hein, allez, vas-y. Est-ce que vous voyez mon écran là? Mon On diaporama voit toujours la présentation. de François? Ouais. Euh, Il faut que tu fermes le partage d'écran et que tu le remettes, en fait. Ok, arrêtez le partage. Ouais. Et partager l'écran. Ok.
Voilà, c'est bon? Oui. Ok, donc là, on a vu un petit peu la science, on va passer un petit peu à la gestion, avec un petit retour d'expérience de ce qu'ont vécu nos confrères. Bon, je repasse sur la situation de circulation virale. Là, c'est centré sud-ouest de la France. Je vous ferai passer le diaporama après, comme ça, si je suis passée un peu vite, vous pourrez regarder plus en détail. Surtout les bovins qui expriment cliniquement la maladie. FCO et MHE, deux arboviroses avec un vaccin disponible pour la FCO, pas pour la MHE. Une des principales axes de lutte, surtout quand il n'y a pas de vaccin, c'est de limiter les interactions entre l'autre et son vecteur. Et ça peut passer aussi par le fait de limiter les mouvements. Un culicoïde, ça voyage de 2-3 km par jour. Un camion, ça peut faire beaucoup plus, donc même au sein des zones atteintes. Et puis après, cibler les traitements insecticides. Il y avait une question sur le chat par rapport à ça. On la reposera aussi au professeur Chacher tout à l'heure. Et il y a des documents dispo sur le site de la SNGTV pour compléter un peu ces propos-là. Du coup, sur le site de la SNGTV, je vous fais un petit tuto parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Le plus simple, c'est dans l'onglet recherche en haut à droite de taper MHE, valider. Vous tombez sur la page qui est un petit peu en bas à droite de mon écran là, où vous avez votre activité au quotidien, MHE, documentation ressources. Vous faites voir la suite et vous tombez voilà, sur tout ce qui est disponible en ligne. Et donc, il y a une note sur la gestion des vecteurs culicoïdes, rédigée par la SNGTV avec GDS France. Il y a aussi à l'attention des notes de gestion pour les éleveurs. Elles ont circulé, donc c'est bien aussi pour vous d'aller jeter un coup d'œil et de voir un peu quelles sont les infos qui diffusent. Et là, je vais vous faire un petit focus sur le diaporama des signaux cliniques. Les signaux cliniques, en gros, c'est 3 zones qui sont souvent atteintes: tête, membres, mamelles. Et donc, dans le diaporama qui est dispo sur le site de l'ASN, il y a des photos de la cavité buccale avec congestion, aphte, hypersalivation. Bon, je passe vite, je pense qu'il y en a pas mal qui les ont déjà vus, mais je crois que c'est quand même bien que ces photos elles diffusent au sein des cliniques pour que tous les événements de tête. Voilà, des ulcérations superficielles ou plus profondes, et le mufle aussi qui peut être congestif à différents grades. Avec parfois des inflammations marquées et des écoulements nasaux. Voilà. Ce qu'on a vu aussi, c'est des langues pendantes. C'est quand même assez impressionnant. Et évidemment, ça doit gêner un peu la prise d'alimentation. Avec des œdèmes de Loge et abattement, amaigrissement. Quant à la mamelle, voilà, c'est un érythème. Même sur une limousine, on a des photos où ça se voit peut-être un peu moins bien que sur cette Gascogne, mais ça se voit bien quand même. Voilà. Il y a aussi d'autres infos sur les fiches réflexes à l'intention des vétos que je vous invite à lire et à diffuser au sein de vos cliniques, qui sont hyper percutantes. Là, je vais faire juste, en gros, un petit récap pour que vous sachiez que vous soyez tous prêts à savoir avoir les bons réflexes face à une suspicion. Alors d'abord, je vais vous parler de réflexes un petit peu administratifs. La suspicion, elle doit se faire accompagnée d'une fiche d'accompagnement qui est disposée dans la fiche réflexe. Enfin, elle est dispo, vous avez reçu des mails de par vos DD, mais elle est dispo aussi, si jamais vous les avez perdus, sur le site de la SN, dans la fiche réflexe que je vous ai montré tout à l'heure. Il faut le faire à la première visite de suspicion. Les déplacements à la prise de sang sont pris en charge par l'État. Et lors de cette visite de suspicion, il faut faire aussi des prélèvements, hein. On l'a dit tout à l'heure, cliniquement parlant, on ne peut pas faire la différence entre FCO et MHE. Il faut passer par l'analyse. L'analyse, c'est une PCR qui se fait sur un tube DTA. Dans le cadre de la MHE d'une suspicion clinique, elles sont prises en charge par l'État. Dans le cadre de la FCO, elles sont à la charge de l'éleveur. Ça fait partie des choses que les éleveurs aimeraient bien faire bouger. Pour l'instant, à ma connaissance, ça n'a pas encore évolué. Il y a peut-être après des différences département par département pour lesquelles je ne suis pas au courant. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est MHE suspicion clinique, c'est l'État qui paye. FCO suspicion clinique, c'est l'éleveur. Le sérotypage pour la FCO, il continue à être fait pour vérifier qu'on a toujours bien, entre guillemets, que du 8 et pas encore du 3. Et là, le sérotypage, il est pris en charge par l'État. Voilà, le petit point à retenir là, c'est qu'un foyer, c'est bien défini par une combinaison de signes cliniques et de PCR positifs.
Donc, quand on est face à des cas, ce qu'on peut faire pour soulager les animaux, c'est un traitement symptomatique, hein, c'est un virus, il faut soutenir l'animal, anti-inflammatoire, stéroïdien ou pas, complément en vitamines, oligo-éléments, anti-infection en cas de surinfection et réhydratation. Je vous ai extrait ces diapos des différentes vidéos qu'on a déjà fait par le passé. Vous avez peut-être déjà vu ces deux-là redites, mais rien ne vient rien ne vient de vous sous le soleil. La réhydratation, elle se fait par un accès facile à l'eau, surtout s'il y a des boiteries et s'il y a des troubles de la déglutition du pialisme par sondage et éventuellement par fer. Juste, je ne sais pas si vous avez vu passer le retour terrain de l'enquête qui s'est fait sur les cas cliniques dans le 64 et dans le 65. Juste pour vous, ça montre surtout qu'il y a une grande variabilité en termes de morbidité. Il peut y avoir en gros 2% à 10% d'animaux atteints dans un même élevage. Et en termes de mortalité, où ça va de 0 à 10%. C'est que du descriptif. Après, peut-être que quand on aura tous les chiffres pour la totalité des départements français, on sera pas forcément sur ces mêmes trucs-là. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le reflet de ce qu'ils ont vécu dans le sud-ouest. Et juste pour dire, c'est principalement les vaches donc, qui ont été atteintes. Je trouve intéressant aussi de vous faire partager le témoignage de Nicolas Dumont, qui exerce dans le 64. Lui, il trouve que, voilà, selon la gravité clinique, la prise en charge, c'est une seule injection et ça repart. Ou alors, ça peut être un petit peu plus marqué. Du coup, le professeur Schecher nous a expliqué pourquoi. Il va y avoir certainement des lésions tissulaires persistantes chez ces animaux-là. En tout cas, lui, ce qu'il a trouvé, c'est que cette variabilité rend le pronostic toujours difficile à établir, même quel que soit le traitement effectué initialement. Et il avait le sentiment, a posteriori, d'avoir vécu un tsunami épidémique. Et il espère que l'année prochaine va être un petit peu plus calme. Alors maintenant qu'on a fait le point sur notre domaine d'action qui est la prise en charge médicale, je voulais quand même aussi vous parler de la prise en charge administrative. Juste réinsister un petit peu sur le fait que normalement dans les textes, l'ordonnance elle est faite pour un animal identifié pour un lot. Qu'à chaque fois qu'on intervient en élevage, il ne faut pas oublier de remplir le registre d'élevage et que pour pouvoir délivrer des médicaments au comptoir pour que les éleveurs puissent soigner leurs animaux sans avoir recours à la visite veto, il faut mettre à jour les protocoles de soins. C'est dans ce cadre-là qu'on peut faire des prescriptions hors examen clinique. Et même dans le cas de la prescription hors examen clinique, la règle une ordonnance, une identification reste valable. Et la paperasse, oui, c'est quand même vraiment important parce que la traçabilité, elle est quand même au cœur du parcours de soins. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que pour les foyers qui ont été déclarés en 2023, il y a des aides financières qui ont été mises en place pour les éleveurs ayant eu des foyers. Ces aides-là, dans un souci d'équité, parce qu'il y a une forte variabilité au sein des élevages touchés, elle se fait avec une procédure de remboursement sur dossier. Alors, on va tous les vétos qui ont eu des cas dans leur clientèle sont en plein dedans. Là, c'est surtout un message qui s'adresse à ceux qui n'ont pas encore vécu en vrai. Et donc, les dossiers, ils sont certifiés par les vétos qui ont soigné les animaux, qui ont délivré les médicaments. La certification, elle est d'autant plus facile que les saisies, elles ont été faites en amont. Pour les cas cliniques déclarés après le 1er janvier 2024, le dispositif il va changer un petit peu. C'est plus l'État qui va rembourser, mais ça va les éleveurs vont être soutenus via le FNSE. A priori, ce sera quand même toujours sur dossier avec certification veto. Donc oui, la paperasse est une contrainte nécessaire. Voilà, maintenant, je vous laisse part à vos remarques, à vos interrogations, et on peut reprendre les échanges et répondre peut-être aux différentes questions qui ont été soulevées tout à l'heure. Merci Estelle. Alors j'ai perdu le chat. Alors, on peut, par exemple, Elodie Reversa se demandait s'il y a des critères suspectés pour expliquer la différence de sensibilité de certains troupeaux, expression clinique ou asymptomatique, notamment la race, l'alimentation, la minéralisation, la productivité, et s'il y avait des recherches en cours sur ce sujet. Alors, il y a des recherches indirectement pour répondre à la question d'Élodie Reversa, donc qui porteront sur les analyses de situation. Moi, j'ai pas de réponse. Bon, si vous voulez, il y a deux choses là-dedans. Il y a
les observations et les explications. Les observations, c'est ce que tu as rappelé là, Estelle, c'est-à-dire une très forte diversité de sévérité, de fréquence des cas cliniques, et y compris une très forte diversité de séroprévalence quand on fait des tests sérologiques à l'heure actuelle, par exemple, dans les troupeaux. Cette diversité, en tout cas sur le plan clinique, elle peut évidemment s'expliquer par une plus grande sensibilité de l'hôte, donc des bovins, liés à des pratiques d'élevage. Ils n'ont pas assez à bouffer, il n'y a pas la minéralisation un peu suffisante, il y a des carences en ceci, des carences en cela, etc. Il y a aussi peut-être des comorbidités ou des co-infections parasitaires, entre autres, hein, digestives ou par exemple. Hein. Mais moi, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a probablement aussi un impact majeur du niveau d'exposition par les vecteurs, et en particulier de l'intensité, de l'importance, si vous voulez, de l'infestation vectorielle. Et alors, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire le nombre de moucherons qui viennent s'alimenter sur les bovins et le pourcentage de ces moucherons, de ces culicoïdes, qui sont infectés. Si le nombre est très élevé et le pourcentage de culicoïdes infectés est très élevé, ça veut dire que la quantité de virus qui est inoculée est beaucoup plus élevée qu'en situation inverse. Et dans toutes les maladies infectieuses, et notamment dans ces cas-là, eh ben, ces aspects de charge virale infectante sont déterminantes pour la suite et pour l'expression clinique. Donc, bien sûr, et je le comprends, on réfléchit toujours sous l'angle, en gros, pratique, opérationnel, qu'est-ce qu'on peut conseiller à l'éleveur pour éviter, réduire, limiter, etc., l'impact. Mais il y a le côté, moi le bovin, je résiste mieux, mais moi le bovin, je suis aussi moins soumis à une exposition de virus, mais pas par rapport à des aspects de transmission entre bovins, puisque ce n'est pas le cas, mais par rapport à des aspects d'exposition à l'infection par du vecteur. Il y a une question aussi un petit peu plus ciblée épidémio, un peu de prospective. MHE reste pour l'instant cantonné sud-ouest, façade ouest avec un peu de nouveaux cas. Dans 2-3 mois, une grande partie de la France touchée, possible, probable? Bah, au moins possible et sans doute probable, oui. Alors après, tout le reste de la France, je ne sais pas, mais en tout cas sur les… Enfin, là, alors pourquoi c'est la façade atlantique et pourquoi c'est pas parti vers l'est? Ben, c'est peut-être en raison d'aspects climatiques, de vents dominants, de choses comme ça, hein, de la même manière qu'on a été infecté probablement avec une origine. Alors ça, c'est à peu près certain par une souche de HDV8 qui préexistait en Afrique du Nord, donc les pays du Maghreb. Et donc, ça a traversé la Méditerranée. Alors là, en 2023, c'est Sicile, Sardaigne et sud de l'Espagne. Et alors ensuite, est-ce que c'est à partir de ces têtes de pont, si je puis dire, en Europe, que ça a progressé vers la France? Ou est-ce que peut-être aussi, et ça on ne peut pas l'exclure, mais il y a eu de nouveau, ça a sauté, si vous voulez, ça a sauté à pieds joints au-dessus de la Méditerranée et les vents ont amené les moucherons directement d'Afrique du Nord jusqu'au piémont pyrénéen, finalement sans faire escale en Espagne. Ben, on peut pas complètement l'exclure. Et il a été, je crois, assez clair, en tout cas pour j'allais dire les indigènes, non, mais pour ceux qui vivent dans le piémont pyrénéen, ben que préalablement, quelques jours, semaines avant,
il y avait eu ce qu'on appelle des vents de sable, là, qui sont traditionnellement rapportés à des vents qui ont traversé la Méditerranée. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas eu de relais, en quelque sorte, par les foyers espagnols. Et donc, ça n'a pas été je contamine l'Espagne, puis l'Espagne contamine la France. Peut-être qu'il y a eu une contamination directe, Maghreb, France, quoi. Et au passage, je permettrai d'expliquer, sans accuser nos voisins espagnols de cachotterie, mais pourrait expliquer dans une certaine mesure qu'il y a eu un peu la discordance entre le nombre de foyers déclarés en France et le nombre de foyers déclarés en Espagne. Alors, je n'exclus pas non plus qu'il y a une très forte sous-déclaration en Espagne, mais on est quand même sur des proportions qui sont énormes, quoi, hein, parce qu'on est sur un facteur 20, quoi, quasiment, là. Bon, donc alors pourquoi pas, hein, mais peut-être que c'est aussi lié à des modalités de contamination dans lesquelles il n'y a pas eu de relais, de passage à gué, si je puis dire, du virus entre le nord de l'Afrique et la France. Alors, quelques questions maintenant sur la FCO. Il y a Julien Clément qui demande, il y avait une diapo avec l'effet sur la libido, quelques données disponibles ou quelques éléments de suspicion. C'était pour les taureaux. Non, il y avait un point d'interrogation donc sur l'impact sur la libido, pas plus. On n'a pas d'infos. Moi, j'ai pas d'infos. Il y a Sabine Marcillot qui se demande si les élevages fortement touchés par la FCO, il n'y a aucun intérêt de vacciner. Ceux où le cas clinique n'ont pas été vus, faut-il faire des séros? Et s'il est positif, pas d'intérêt de vacciner? Alors ça, c'est une bonne et éternelle question qui est... Alors, moi, je n'ai pas de réponse toute faite, je vous le dis tout de suite. Donc, si je voulais essayer de rationaliser, je ferais un peu ma démarche, mais je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein, bon. Mais je ferai un échantillonnage séro pour évaluer la séroprévalence. Et si cette séroprévalence est élevée, alors ne me demandez pas un seuil parce que je ne l'ai pas, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment utile de vacciner. Si la séroprévalence est plutôt faible, c'est-à-dire en gros, alors si on veut quand même donner des chiffres élevés, pour moi, c'est 60, voilà, c'est au moins les deux tiers du troupeau, quoi, voilà. Faible, c'est moins d'un tiers, moins de 40% du troupeau. Ce qui est souvent le cas quand même, hein. À ce moment-là, ben, ça veut dire qu'il y a une proportion élevée des bovins qui est réceptive, et donc avec la possibilité de nouveaux cas dans l'année qui va suivre. Alors, très objectivement, on ne s'enquiquine pas la plupart du temps avec ce type de considération. Donc, moi, j'aurais tendance à dire ça dépend de vos relations. Alors, j'ai deux manières de raisonner. Soit je raisonne à l'échelle collective, territoriale en quelque sorte. Et dans ce cas-là, j'aurais plutôt tendance à pousser à la vaccination parce que l'approche de l'exhaustivité, alors on n'arrivera pas à l'exhaustivité, mais l'approche d'une forte prévalence d'élevage vacciné, s'il y a beaucoup d'élevage vacciné, ben ça a un effet favorable et positif pour l'ensemble des éleveurs, mais ça nécessite une approche vraiment collective des choses, hein. Et si on est à une échelle, un client, c'est un client, et peu importe les clients d'à côté, et ben, c'est là où on le fait un peu en son âme et conscience, si je puis dire. Enfin, moi, je le ferai, voilà. Et donc, pour essayer peut-être, alors c'est peut-être une manière un peu jésuitique de me débarrasser de la question, mais si l'éleveur me paraissait vraiment réticent,
je dirais, bon, ben, il y a la possibilité, c'est de faire un sondage, un échantillonnage, et puis de décider en fonction de l'échantillonnage, quoi. C'est la même démarche que CoPro, préalable à vermifugation, versus vermifugation systématique sans réfléchir, quoi. Bon, je vous le fais un peu simple, mais voilà. Vous me demandez un avis, je vous le donne. Ah, super, non, c'est bien, on en avait besoin. Il y a une question, alors je vais la lire quand même, hein, sur les antiparasitaires, il faut que je la retrouve. Tac, 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 tac. Merde, j'ai perdu. Virginie, si tu la vois, vraiment, Lila. Alors, quelles sont vos recommandations quant à la désinsectisation des bovins avec la deltamétrine ou apparentée? Ouf, moi, j'ai pas de recommandation, j'ai pas d'avis. Je me range très pragmatiquement à ce que racontent les sachants sur le sujet, c'est-à-dire en gros les gens du CIRAD, de la SNGTV, voilà. Mais pas plus. Bon, après, après, vous le savez, ben, Estelle l'a déjà dit à plusieurs reprises, ben, il y a des durées d'action qui sont beaucoup plus réduites vis-à-vis des moucherons par rapport à d'autres insectes. Ensuite, l'utilisation en pouronne ben, n'est pas enfin, n'aboutit pas, disons, à une action maximale parce que à la fois les moucherons, ils ont plutôt tendance à aller s'attaquer aux parties inférieures du corps, donc ils sont moins atteintes par des concentrations suffisantes des insecticides. Bon, enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent rétrospectivement la moindre enfin, une efficacité qui est à la fois limitée dans le temps et pas parfaite. Maintenant, encore une fois, si on se rapporte à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'impact de l'exposition au vecteur, qui est important, je pense, pour expliquer les aspects sévérité clinique, moi, je pense qu'il ne faut pas, enfin, il faut pas être, il faut être prudent et en même temps, donc ne pas accorder une confiance, une fiabilité totale à la désinsectisation, mais pas non plus, ne pas du tout faire de désinsectisation, quoi, voilà. Un des messages clés qui était diffusé par le CIRAD, par exemple, c'était de cibler sur les animaux qui sont malades, essayer de voir si on peut les isoler. Alors, vous avez parlé de moustiquaires à maille très fine. Je pense que c'est pas trop dispo sur le marché. Après, ça soulève peut-être aussi des problèmes d'ambiance dans les bâtiments si on cloisonne un petit peu trop les animaux en dessous. Mais voilà, c'était plutôt ce genre de choses qui avaient été faites. Et puis après, ce que disait aussi la nana du CIRAD, c'est qu'il faut essayer d'éviter de faire des niches à muculicoïdes à proximité immédiate des stabus, et notamment des zones de surpétiement où il y a une forte concentration de matière organique et d'humidité. Il ne faut pas forcément des mares d'eau pour que les muculicoïdes s'élèvent bien, mais des zones très piétinées, assez humides, avec beaucoup de matière organique, ça leur convient très très bien. Alors, juste, enfin, ça ne contredit pas, ça, bien évidemment, ce que tu viens de dire, Estelle. Mais quand on regarde les publications, alors les publications, il faut les prendre avec précaution aussi, hein. Mais quand on regarde les publications, globalement, il n'y a pas de publication qui démontre que la désinsectisation, en tant que désinsectisation, a eu un impact favorable sur l'extension, l'expansion, la diffusion de la maladie. Et à l'inverse, la vaccination a été, alors pas de façon systématique, hein, mais en tout cas, dans un certain nombre de cas, on a pu observer, démontrer avec une certaine fiabilité, je pense quand même, que la vaccination avait un impact favorable. Alors, ce n'est pas pour opposer l'un et l'autre, mais bon, et souvent c'est mieux pour tenir son pantalon d'avoir ceinture et bretelles, mais, mais quand même, voilà, en tout cas, c'est les données disponibles et avec précaution aussi dans les publications de la littérature et de manière rétrospective.
Ok. Il reste plein de questions. Après, moi, je suis désolée, faut que je vous quitte. Alors, soit vous continuez entre vous, soit on pose des questions par écrit. Qu'est-ce que vous préférez, professeur? Oh, 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 merci Estelle de m'affubler de ce titre. Bon, comme vous. Alors moi j'ai une réunion, une autre visio, mais à 14h30. Mais par contre, alors à la limite, je pense que oui, on est d'accord pour les abeilles, hein. Ça va de soi. Parce que je vois apparaître là dans le chat. Oui, ça fait partie du débat. D'ailleurs, je Et précise ça pour fait, dire non, mais c'est qu'il y un a. élément important du Oui, oui, débat, oui, c'est un évidemment. élément important du. Il y a Omaha en Occitanie pour l'objectiver, hein. N'hésitez pas à les appeler si jamais il y a des soucis sur les abeilles. Ouais. En plus, j'aime bien le miel, donc c'est d'autant plus important. Euh, et le fromage et le lait. Voilà. Donc, Mais il reste pas beaucoup de questions. Il n'y a que la question de Mylène. Non, il y a une question sur les races que j'ai vu passer. Voilà. Concernant la FC Oui. bovine, y a-t-il des données permettant de distinguer la sensibilité à la maladie entre les races à viande et les races locales pyrénéennes? Manège non. Basco. Ok, bah, Ah, pas à ma connaissance, non. Mais bon, voilà. c'est vite répondu. Certains éleveurs de chez nous, Ce qui veut, 62. alors, qu'il n'y ait pas de connaissance ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effet. Mais sauf qu'il n'est pas documenté. Et on rentre dans la diversité observée, quoi, hein. C'est-à-dire, y compris dans deux élevages voisins, un qui a beaucoup morflé, si je puis dire, et l'autre qui a pas beaucoup, pas beaucoup. Alors évidemment, s'il y en a un, c'est un Limousin et l'autre, c'est un Gascon, bah, évidemment, le Gascon est plus rustique et plus. Bon, peut-être, hein. Mais c'est peut-être aussi lié, mais objectivement, on manque de données, enfin, moi, j'ai en tout cas, objectives et non biaisées pour répondre à ces questions, ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir un effet race, hein, mais en tout cas, pas démontré. Voilà. Oui, Alors, pardon. ouais. Alors juste, certains éleveurs de chez nous, 6532, ont été sollicités pour une étude sur les ongles de bovins touchés par la MHE. Nous ont fait part d'une visite d'un vétérinaire qui accompagne un parrain du secteur pour cette étude. Est-ce que certains d'entre vous ont des informations sur cette étude pour nous en dire plus? C'est coordonné par l'école Veto? À ma connaissance, non. Mais je ne sais pas qui c'est qui est derrière. On va se renseigner et si on a des éléments, Yann Abadi, on vous les transmet. Merci beaucoup. Il y C'est a... Yann qui a posé la question? Oui, Oui, tout à fait. Oui, on a eu des informations là d'un éleveur de chez nous qui a reçu la visite de son parrain avec un vétérinaire pour des prélèvements et du coup des analyses sur les onglons. Apparemment, une étude en cours. Donc, si ça vient pas de chez vous, je me demande un peu d'où c'est que ça vient, mais voilà, qu'on soit un petit peu au courant de ce qui se passe sur le secteur. Ouais, ben nous aussi, on serait contents. on va mener une enquête poussée. Élodie Reversa, elle fait remarquer que pour les cheptels foyers MHE avant le 31 décembre, si l'éleveur dépose son dossier de demande d'aide, il faut refaire une suspicion en 2024 après le dépôt du dossier, si les signes cliniques et les nouveaux frais létaux, pour que l'éleveur puisse de nouveau être indemnisé. Ouais, c'est ce qui avait été dit sur la visio à ce sujet. Et ensuite, après, je pense qu'on a fait le tour. Confirme, Virginie, ou il y a un truc qui m'a Oui, il y avait juste échappé? Mylène. Ah oui. Que penses-tu de Voilà. l'évolution fin 2023 de la déclaration des foyers MHE par la DGL, à savoir actuellement uniquement clinique et PCR? Y a-t-il des PCR plus sans signe clinique dans les départements hors zone réglementée? En bref, cela a-t-il un sens? Il y a Valérie Vogler parmi nous, peut-être qu'elle peut apporter un petit témoignage administratif sur la question. Je pense que c'est parce que c'est toujours la définition du foyer. Foyer, pas foyer. Foyer, c'est signe clinique et PCR positif. Pas foyer, c'est pas considéré comme un foyer. Valérie, tu veux rajouter quelque chose? Bonjour. Non, honnêtement, oui, ça correspond à la définition de foyer. Donc, il y a une concentration des moyens sur les foyers. Vu le nombre, je pense que on peut le comprendre. Après, j'ai pas plus d'informations, hein, mais des PCR plus en signe clinique, enfin, on en a eu en zone, voilà, notamment à travers les tests sur les mouvements. Donc, ça existe forcément.
Et je pense que les mois à venir, voilà, nous donnons des informations sur la progression potentielle du virus, peut-être à bas bruit, mais si, s'il y avait eu une réelle progression du virus, on peut imaginer, hein, mais voilà, qu'il y aurait eu des signes cliniques suffisants pour que les éleveurs se manifestent auprès de leur vétérinaire, hein. Ok, merci Valérie. Juste un petit témoignage, je veux commenter parce que je pense que c'est important qu'on en parle. Il y a Lionel il y a Lafont qui dit on lutte en permanence sur le terrain contre les rumeurs persistantes sur les soi-disant effets secondaires des vaccins sur la reproduction. On voudrait bien avoir l'œil éclairé de la science. Sur des éléments de langage. Professeur, c'était pour vous la question. Attendez. Oui, je suis toujours là. Vous m'entendez là? Oui, ça y est. Non, parce que j'avais un problème de micro. François, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui, mais je connais ta question et je me suis bien gardé de l'évoquer dans l'exposé, mais et en même temps, je m'en voulais François, de ne pas l'avoir fait, mais bon, je me disais qu'il y en aurait bien un qui la poserait. Donc, donc merci, Léger. bah, je Donc, pouvais pas ne pas. oui, là, mais tu as raison. Bon, allez. On n'a pas d'éléments objectifs sur la question, quoi. Voilà, bah, c'est toujours pareil. Enfin, c'est pas toujours pareil. Bon, il y a des observations peut-être qui sont faites à droite ou à gauche. Moi, je suis très circonspect et globalement, enfin, bon, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a pas il y a pas d'effet. Enfin, que s'il y a effet, c'est parce que en tout cas, parallèlement, il y a quelque chose qui permet, en quelque sorte, d'objectiver un impact secondaire. Bon, exemple, une réaction locale anormalement développée ou une vache ou une brebis qui s'arrête de bouffer. Bon, voilà. Mais en gros, c'est parce qu'on a des signes, si vous voulez, qui sont. Il y aurait un impact si on était susceptible d'observer des signes annexes, quoi, en quelque sorte, du vaccin. Et en l'absence de ça, moi, j'aurais tendance à penser que le risque, il est, bon, on ne peut pas dire nul, mais quasiment asymptotique à zéro, quoi, hein. Bon. Alors, le problème par rapport à ça, c'est qu'on traîne de vieilles histoires là, et qui mériteraient aussi un jour de refaire le bilan, là. Enfin, pas de refaire le bilan, mais qu'il faudrait rappeler, et qui datent de la période où on utilisait des vaccins qui n'étaient pas inertes, qui n'étaient pas inactivés, qui étaient des vaccins vivants, et qui étaient notamment les vaccins qui étaient produits à l'Ondersteport, donc en Afrique du Sud. Et ces vaccins, et en partie, par exemple, alors au passage, je vous avais dit que je ne vous en parlerai pas, mais je vous en parle quand même, la souche cette souche de BTV8 qui finalement a un comportement particulier par rapport aux autres souches de BTV, eh ben on soupçonne qu'en fait, ça soit une souche qui, quelque part, s'est échappée d'un vaccin, quoi, hein, bon. Entre guillemets, hein, échappée d'un vaccin. Et que donc, elle a acquis, ce faisant, des capacités de transmission, notamment in utero, que n'ont pas directement les autres souches de BTV. Donc, que ces souches de BTV vivantes aient eu des impacts, mais liés finalement à une insuffisance d'atténuation de la virulence, ben oui, très certainement. Et on l'avait observé dans les premières années de vaccination, notamment en Corse, alors avec toutes les difficultés, hein, concernant les observations en Corse, mais donc dans ces conditions-là. Mais moi, j'ai tendance à penser que par rapport aux vaccins actuels qui sont inertes, inactivés, et sauf si on
on mettait en évidence des réactions objectivables, c'est-à-dire soit des réactions locales violentes, soit des réactions générales du type elle s'arrête de bouffer pendant 3 jours, et ben, que l'impact sur la gestation ou la repro est très, très, très faible. Je te remercie. Le souci, c'est ce que dit Sabine, c'est que non seulement ces bruits de ça rend les taureaux stériles ou les vaches infertiles circulent dans la campagne, c'est une chose, mais il y a même des organismes qui se font le relais de ça. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Oui, je suis d'accord, mais c'est une responsabilité collective et c'est de notre devoir à tout un chacun aussi, et y compris par rapport à l'ensemble des organismes, d'insister sur des choses de bonne aloi et de pas mélanger les genres, quoi, hein. Et en particulier, de ne pas mélanger l'intérêt des éleveurs auxquels je suis particulièrement attaché. Je pense que, j'espère en tout cas que personne n'en doute. Et puis la réalité scientifique, quoi, hein. Bon, donc, et notamment par rapport à des aspects d'imputabilité des troubles à la MHE ou à la FCO. Alors, il y a un certain nombre de situations où je pense qu'on n'est pas capable de trancher. Bon, c'est comme ça. Et puis, il faut accepter aussi ces situations-là. Et puis après, qu'il y a des situations où, clairement, des problèmes sur des brebis qui surgissent 4 mois après, des brebis qui sont parasitées au dernier degré et qui ont à manger que ce qu'elles trouvent dans le pré en face de chez elles, attribué à de la MHE qui est passée sur les bovins de l'élevage 4 mois avant, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Voilà, par exemple. Ok, super. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour. On va vous laisser durer 3 minutes de répit avant d'attaquer la seconde vidéo. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions qui n'ont pas été abordées ou d'autres thèmes que vous souhaitez approfondir ou pas, ben, n'hésitez pas à envoyer un mail à Virginie, elle transmettra. Et puis là, il faut vraiment que je vous quitte avant de vous dire au revoir et à bientôt. Merci Estelle, merci professeur Scheicher et merci à tout le monde. Et Vous nous merci à envoyez le tous. diaporama, pardon, j'étais pas là au début, vous nous envoyez le diaporama? Oui, et je l'ai enregistré la vidéo. Merci bien. Donc j'envoie le lien. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, merci.